J'applique dans cette vidéo la théorie de la régression à ma base Airbnb et particulièrement à deux variables. Je vais considérer que la réponse est le prix d'un logement et la covariable en régression linéaire simple va être le nombre d'hôtes que le logement correspondant peut accueillir, est capable d'accueillir. Alors encore une fois, dans cette régression, où donc on va essayer de tenter d'expliquer le prix par le nombre d'hôtes que le logement en question peut accueillir, eh bien j'ai généré par la méthode du sondage aléatoire simple avec remise un échantillon de 400 données correspondant donc à 400 couples prix et nombre d'hôtes que le logement en question est prêt à accueillir, donc la variable price et la variable accommodate. J'ai recopié ces deux colonnes correspondant à l'échantillon généré dans une seconde feuille de ce fichier EL61 qui sera bien sûr rendu disponible par la suite, et je vais ainsi appliquer la théorie de régression à l'aide, encore une fois, de ce data analysis, là, de ce add-ins, où je vais appliquer la régression. Vous avez différentes possibilités. Et bien ici, on va cliquer sur régression et nous allons spécifier les colonnes que nous désirons utiliser pour faire à la fois les covariables, pour jouer le rôle de covariable d'une part et de réponse d'autre part. La première colonne qui nous est demandée, c'est la colonne correspondant aux Y, les réponses. Je vais sélectionner les Y, il s'agit donc de B5 jusque, non B4, pardon, jusque B404. Je vais faire la même chose pour les X, la colonne correspondant aux covariables. Alors L, il va s'agir donc de la colonne A. Nous indiquons à Excel que la première ligne de mes deux colonnes en question correspond à un nom de variable. Si je clique ici constante 0, eh bien ça signifie que j'oblige Excel à ne pas calculer la constante, ne pas calculer l'ordonnée à l'origine, il la force à 0 dans ce cas-là. Ce n'est pas ce que je veux dans ce cas-ci. Je demande des intervalles de confiance pour les différents coefficients qui seront calculés, la pente et l'ordonnée à l'origine. Et je vais lui demander de mettre les résultats dans à partir d'une case particulière. Je vais demander ici, voilà, D4 par exemple. Je vais lui demander en plus de faire, alors je ne vais pas demander le line fit plot, je le ferai d'une autre manière, mais je vais lui demander de me faire un graphe des résidus. Si on lui demande en plus les résidus standardisés, il va sortir tous les résidus. Ce n'est pas nécessairement ce qui va m'intéresser. Je vais demander qu'il calcule, par contre, qu'il me construise un graphe des résidus. Je pourrais aussi demander un QQ-plot, ça c'est une technique donc, qui permet de vérifier si nous avons la normalité des résidus. Ce n'est pas un histogramme, mais ça a la même fonction que l'histogramme qui permet de voir si les erreurs ont une distribution normale. Ici, je considère que j'ai un échantillon suffisamment grand pour ne pas devoir me soucier de ceci, en tout cas dans un premier temps. Voilà. Je demande à Excel d'appliquer ceci et il va me donner ces différents résultats, toute une série d'outputs ici que nous analyserons dans quelques instants. Une première observation importante, c'est le graphe des résidus. On se souvient que le graphe des résidus nous permet de voir si nous sommes plus ou moins dans les hypothèses du modèle de régression linéaire simple. Et ici, ce que l'on observe à l'évidence, c'est qu'il y a un résidu là-bas qui se trouve très éloigné des autres et qui fait qu'à lui tout seul déjà, eh bien, nous sortons complètement des hypothèses du modèle de régression linéaire simple.
Dans ce cas-là, en général, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de comprendre pourquoi ce résidu est si grand. On va essayer de se demander s'il ne s'agit pas d'une erreur de mesure, par exemple, s'il ne s'agit pas d'une réponse aberrante, d'une réponse que quelqu'un se serait trompé, par exemple, en insérant une valeur dans le site de Airbnb. Et ainsi, on aurait des raisons de se dire que ce résidu, que cette donnée-là, peut être supprimée. On peut aussi considérer qu'il y a différents points, si vous voulez, qui sont les réalisations d'une partie particulière de la population et que cette partie particulière de la population, eh bien, soit nous ne désirons pas l'étudier, soit si nous l'insérons dans le modèle, nous sommes hors des hypothèses du modèle de régression linéaire simple et donc on ne peut pas prolonger notre étude du fait de ces données-là. Donc on est parfois contraint ainsi de retirer des données afin que le modèle de régression linéaire simple soit validable quelque part, mais en contrepartie, nous nous privons d'une partie de la population. Et cette partie de la population, il faut essayer de la caractériser pour savoir de quelle information nous nous privons. Et ainsi redéfinir en quelque sorte la population que nous étudions. Alors, en tout cas, ce qui est clair ici, c'est que on ne va pas pouvoir utiliser notre théorie avec un point qui se trouve là. Il faut donc l'enlever et il faut donc aller chercher d'où il vient ce point. Comment allons-nous faire ça? Eh bien, nous allons prendre la sortie d'Excel qui correspond aux résidus et nous allons trier ces résidus afin de voir où se trouvent les résidus les plus grands. Pour aller chercher les résidus les plus grands, je vais trier la sortie d'Excel Residual Output ici en fonction des résidus. J'ai ici les observations, les différents prix échantillonnés qui se trouvent dans la colonne B au départ, et pour chacun de ces prix, j'ai les résidus. Et bien, donc dans cette colonne-là, ces trois colonnes-là, je vais les trier, alors les trier par rapport aux résidus, et je vais même aller du plus grand au plus petit, cette fois-ci, pour voir immédiatement quels sont les résidus les plus grands. Voilà. J'ai ici ce résidu à plus de 2000 qui correspond à la donnée 313. Cette donnée-là, je vais assurément la retirer. Alors pour ne pas perdre de temps, parce que je suis déjà allé en avant dans ce travail bien sûr, eh bien lorsque vous retirez ce résidu puis que vous faites un nouveau graphe des résidus, eh bien vous observez qu'il y a encore certains résidus qui s'écartent de la masse des résidus. On peut d'ailleurs plus ou moins les voir ici. Eh bien, ces résidus-là, afin que nous puissions avoir un nuage de points qui puisse être raisonnablement considéré comme validant les hypothèses du modèle de régression linéaire simple, eh bien, je vais les retirer également. Je vais tout de suite les retirer. Il s'agit de la donnée 308 qui se trouve là-bas, la donnée 38, la donnée 270, la donnée 254. Vous voyez qu'il y a encore ici que ces résidus-là sont quand même relativement grands par rapport aux résidus qui suivent. Donc on va retirer toutes ces lignes-là, donc la ligne 313 à la ligne 313 ici. On va, alors pas à la ligne 313, à la ligne 313 plus 4, on va retrouver normalement une donnée très très grande, une donnée que l'on peut considérer comme aberrante. Alors je vais à la ligne 313 plus 4, donc 317, et je vois ici un prix de 3134. Visiblement, les données que l'on va retirer, donc on va les retirer en retirant complètement la ligne ici, eh bien, les données qu'on va retirer de notre base sont des données qui ont des prix qui sont relativement hauts. Alors j'ai déjà effectué cet exercice ici, où j'ai retiré ces 5 données aberrantes. Et donc là, maintenant, je vais pouvoir appliquer ma régression sur les nouvelles données qui se trouvent ici, ces données qui ont été nettoyées. On va partir de B4
4, j'en ai retiré 5, donc je vais jusque B399. On va faire pareil avec A pour l'ensemble des X. Donc pour les Y, j'ai bien les prix. Pour les X, j'ai bien les nombres d'hôtes. Je veux toujours une constante à 0. Je veux toujours mes intervalles de confiance. Je demande d'effectuer, de commencer les sorties en D4. C'est très bien. Je demande encore le graphe des résidus. Et ici, normalement, voilà, j'ai un graphe des résidus qui est, on va dire, plus raisonnable. On va le regarder quand même. Ici, voilà, vous voyez, ça ressemble déjà plus à un nuage de points, bien que des améliorations puissent encore être effectuées. Mais bien sûr, il y a beaucoup d'améliorations possibles. Cette théorie de la régression va bien au-delà de ce que nous voyons dans le cadre de ce cours. Et donc, il faudrait rentrer dans des théories, des concepts plus complexes pour améliorer encore ces résultats. Et ce n'est pas l'objet de ce que nous recherchons aujourd'hui. Voilà. Donc on considère que le graphe des résidus ici est suffisamment correct et nous allons ensuite analyser les différentes sorties que nous avons d'Excel. Alors, pour bien comprendre ces sorties, eh bien, je peux, dans un premier temps, essayer de tracer la droite de régression estimée qui a été calculée par Excel. Je sélectionne mes deux variables. Je désire les porter en graphique. Je vais demander un scatterplot. Le voici. Alors, comme ce graphique va être intéressant à regarder et à interpréter, je vais le mettre sur une nouvelle feuille. Le voici. Je vais ajouter des titres aux axes tout d'abord. Voici le nombre d'hôtes en abscisse et le prix du logement en ordonnée. Le titre du graphe, je vais le changer pour dire qu'il s'agit des prix contre le nombre d'hôtes. Voilà. Ensuite, je vais tracer la droite de régression. Pour cela, je vais utiliser la fonction ici. Je vais utiliser addChartElements, trendline. Voilà, et j'ai même mis tout de suite l'option là, More Trendline Options, de manière à pouvoir demander tout de suite à Excel de me mettre l'équation de la droite, ainsi que le R carré que voici ici, et qui vont être utiles par la suite. Alors, je vais également essayer de mettre en évidence complètement cette droite de régression, de la voir un tout petit peu mieux. Et pour cela, je vais cliquer ici pour la grossir un tout petit peu. Je vais la mettre à 2 pt. Je vais demander une ligne solide. Je vais l'écrire comme ceci et je vais demander que ce ne soit plus des tirets, donc que ce soit bien une droite. Et je vais en changer sa couleur, je vais la mettre en orange. Voilà. Ainsi, je vois bien ma droite de régression estimée par Excel. Donc y est égal à 20,369 fois x plus 27,571. On a un R carré de 28%. Ce n'est pas extraordinaire, bien sûr. C'est peut-être assez normal dans des problèmes comme celui-là.
La base de données ne fournit pas peut-être les informations qui expliquent le mieux le prix, c'est une première chose. Et puis, bien sûr, si on va plus loin dans la théorie de la régression, eh bien, on étudie alors de la régression multiple, on insère plusieurs covariables et donc ainsi, on a un R carré grâce à plusieurs covariables qui peut bien sûr être beaucoup plus grand que cela, mais ici nous nous limitons à une étude de régression linéaire simple, c'est-à-dire avec une seule covariable. Voilà, donc là on comprend bien de quoi il s'agit, on voit bien les résidus où ils se trouvent par rapport à la droite orange. On voit que cette droite orange bien, explique une partie de la variabilité des points bleus qui est à peu près de 1 quart, 28% pour le R carré, ça veut dire que 28% de la part de variabilité, enfin 28% pardon, de la variabilité des points bleus est expliquée par la droite orange, et due à la droite orange. Alors, je reviens dans les résultats qui me sont proposés. Et donc les résultats qui me sont proposés, quels sont-ils? D'abord le multiple R ici. Ce n'est pas très intéressant dans ce cadre-ci, il s'agit simplement du carré de la racine carrée du R square. Le R square, lui, bien sûr, il est important, il a été calculé. Le adjusted R square, également dans ce cas-ci, dans le cas où nous avons une seule covariable, n'est pas intéressant. Il l'est par contre lorsque l'on a plusieurs covariables, il se distingue fortement du R carré, il a des propriétés différentes. Standard error, j'élargis un peu la colonne pour qu'on voit mieux. La standard error, donc 51,95. Ici, il s'agit de l'écart type des erreurs estimées, l'estimation ponctuelle de l'écart type des erreurs, donc que nous avons noté en théorie, SE indice epsilon. Et puis nous avons 395 observations puisque nous en avons retiré 5. La table ANOVA qui consiste à étudier ce qu'on appelle le test F, va nous tester si le modèle est intéressant ou pas, s'il y a un intérêt, s'il y a un sens statistique à effectuer le modèle. Alors dans le cas où nous avons une seule covariable, ici cette information est redondante avec l'information qu'on va retrouver ici dans la p-valeur la p-valeur plus loin pour le coefficient de pente du nombre d'hôtes. Oui, vous voyez ici, c'est la même valeur qu'on retrouve ici. Donc, quelque part, cette table ANOVA, quand nous sommes en régression linéaire simple, n'est pas intéressante. Par contre, elle est très intéressante, encore une fois, lorsqu'on arrive en régression multiple, lorsqu'il y a plusieurs covariables. C'est vraiment un test d'intérêt, de significativité du modèle. Est-ce que ça vaut la peine de proposer un tel modèle pour expliquer une réponse donnée? Ce dernier tableau, par contre, va nous intéresser, lui, grandement. Dans la colonne E, ici, nous allons retrouver les estimations ponctuelles des coefficients de constante et de pente que nous avons déjà pu observer sur le graphe. Ensuite, nous observons ici les estimations ponctuelles des écarts types des estimateurs. Il s'agit là des erreurs types, des standard errors, dira-t-on aussi en anglais. Troisième quantité importante, ce sont les statistiques de test. Les statistiques de test correspondant au protocole où nous testons la nullité des coefficients. Donc sous H0, nous testons la nullité de l'ordonnée à l'origine, de la constante. Nous avons ici, donc en G20, nous avons la valeur de la statistique de test correspondante. Et nous avons la même chose pour le coefficient de pente, 12,4344 là. Eh bien, il s'agit de la statistique de test pour tester la pente nulle. Donc sous H0, on suppose que la pente est nulle et sous H1, on suppose qu'elle est différente de 0. Voilà la statistique qui est utile et nous avons la p-valeur, les p-valeurs correspondantes pour ces deux statistiques et nous voyons très clairement ici que nous avons deux coefficients qui sont très significatifs. Pour ces deux coefficients, en plus, nous avons des intervalles de confiance de niveau 95% dans ces colonnes I et J. Ne me demandez pas pourquoi ils se retrouvent une seconde fois en colonne K et L. Et puis ça, c'est la fonction Excel qui nous les fournit. Je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas,
Ici, en colonne I et J, nous avons des intervalles de confiance de niveau 95%, ce qui nous fait dire que par exemple la pente, elle va se retrouver quelque part entre 17 et 23,5,6 avec elle a une grande chance de se retrouver entre ces deux bornes-là. Encore une fois, pour l'intercept, pour l'ordonnée à l'origine, est-ce que ça a vraiment du sens de considérer une valeur de prix lorsque le nombre d'hôtes qu'un logement peut accueillir est égal à zéro? Bon, bah bien sûr, ça ne veut pas dire grand-chose, hein. On ne peut pas dire que le prix d'une chambre qui n'accueille personne est de 27,57. Ça n'a pas beaucoup de sens. Euh, et l'intervalle de confiance correspondant n'a bien sûr pas beaucoup de sens non plus. En général, hein, lorsque l'on fait de la régression, il faut savoir que le modèle que l'on va établir, on ne valide en quelque sorte le modèle que dans la gamme de valeurs des x, des covariables qui est disponible. Au-delà de ça, on ne sait pas bien comment se comporte le modèle. Il faudrait vérifier le problème au-delà de la gamme de valeurs des x que nous possédons, mais c'est difficile parce qu'on n'a pas d'informations là-dessus. Il faudrait des données supplémentaires. Donc ici, voilà, en zéro, nous n'avons pas de chambre qui accueille zéro personne, et d'ailleurs, nous n'avons pas de logement, pardon, qui accueille zéro personne, et d'ailleurs, ça ne signifie absolument rien, ça. Donc, l'ordonnée à l'origine, ici, n'a pas de sens. Par contre, la pente, elle, en a tout à fait un. Donc, ça signifie que nous avons, en moyenne, une augmentation de 20,3637 euros lorsqu'une chambre peut accueillir un hôte supplémentaire. Voilà pour ce qui concerne l'étude en Excel de cette théorie de la régression, l'application de la régression à notre base de données Airbnb. Et je termine donc avec ce graphe-là qui nous résume correctement la situation.